Au sommaire, le Sénégal à l'écoute du président Macky Sall, une entrevue avec une partie de la presse sénégalaise ce soir. Vous entendrez les attentes de certains Sénégalais que nous avons interrogés ce matin. Maître Ngagne Demba Touré devant le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de Dakar au lendemain de son arrestation en exécution d'un mandat d'arrêt international et malgré une grève de solidarité entamée par ses confrères. Nous serons au palais de justice dans un instant. Décès des étudiants Prosper Clédor Senghor et Alpha Yoro Tunkara, le conseil académique de l'université Gaston Berger de Saint-Louis décrète un deuil d'une semaine. À suivre dans la seconde partie de cette édition, notre dossier politique sur les polémiques et débats d'école sur l'article 36 de la Constitution relatif à l'expiration officielle du mandat présidentiel. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous poserons le débat sur ce qu'il faudrait attendre de l'interview que le président Macky Sall va accorder une partie de la presse sénégalaise ce soir. À la mise en onde de cette édition, Alioune Ba. Souleymane Niang. Allons d'abord au palais de justice de Dakar où après son arrestation hier, le greffier Ngagne Demba Touré fait face au juge d'instruction du deuxième cabinet. En direct avec nous du palais de justice donc, Fama Dione, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Quelles sont les dernières informations que vous avez pu recueillir sur place? Alors, la principale information, c'est donc le mandat de dépôt qui a été requis contre Ngagne Demba Touré, une information qui nous a été donc confirmée par un de ses avocats. Il s'agit de Maître Khouraï Chiba, qui est donc un des conseils de Ngagne Demba Touré. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ses collègues greffiers sont ici. L'audience de Ngagne Demba Touré qui a donc démarré vers 11h. Et l'audience a pour cadre le bureau du juge du deuxième cabinet. Alors, Souleymane, le couloir menant à ce bureau est donc bondé de monde, tous avec leurs robes noires. Ils sont des greffiers qui ont simplement décidé de quitter les salles d'audience pour apporter leur soutien à Ngagne Demba Touré. Ils ont donc prévu de faire une déclaration à la fin de l'audition qui, je le rappelle, se poursuit. Nous avons donc eu le temps de faire le tour des salles d'audience pour voir l'impact de ce mouvement d'humeur initié par des greffiers. Il y a eu du retard dans le démarrage des audiences. La raison donc, il n'y a pas de greffiers. Et la solution du ministère de la Justice, c'est quoi? C'est des greffiers ad hoc qui ont été amenés. Il s'agit des personnels de l'administration pénitentiaire. Donc, Souleymane, nous attendons la fin de l'audition qui sera donc suivie de la déclaration des greffiers. Mais notez que donc le mandat de dépôt a été requis contre le greffier Ngagne Demba Touré. Affaire à suivre avec vous, Fama Dione, merci. Le discours du président Macky Sall, très attendu ce soir. De nombreux Sénégalais attendent un discours qui apaise avec l'organisation de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais. Pour d'autres, on doit passer à autre chose et arrêter de parler de la politique. Nafissatou Silla. Un discours qui apaise, c'est ce qui est sur toutes les lèvres, mais le plus urgent, selon Mohamed Sombe, juste qu'il fixe les dates des élections et l'organise dans les délais prévus, comme la Constitution est aussi préparée aussi à accueillir ou bien à féliciter le futur président, pour au moins que nous ayons un pays stable, parce que c'est ce que nous voulons et ce que nous lui demandons, tout le pays, solennellement. Même son de cloche pour son ami Sadio Cissé. Le commerçant estime qu'il n'a rien d'autre à dire de plus important et s'imagine même un discours. Quoi que l'on puisse dire, il a bien travaillé, mais son mandat quand même est arrivé à terme. C'est clair, moi je m'attends à ce qu'il nous dise ceci ce soir. Mes chers compatriotes, je sais que vous tous, vous voulez qu'on organise une élection présidentielle transparente. J'ai pris une décision. Voyez vous-même, j'ai libéré beaucoup de prisonniers politiques pour apaiser le climat social et politique. Et je sais que vous n'aimez pas le Sénégal plus que moi. Et donc, je ne peux qu'organiser une élection transparente. Voilà ce que je veux que le chef de l'État nous dise ce soir. Mohamed Sombe soutient
qu'aucune autre excuse n'est valable. Toute explication, toute excuse qu'il aura donnée, sans pour autant fixer la date des élections dans les délais limites, sera irrecevable. Pour Aïcha Khan, la trentaine, teint noir, Macky doit laisser une belle image de lui aux Sénégalais. Par rapport aux élections, il devait faire tout pour qu'il fixe une date normale. Les Sénégalais vont aller voter et revenir chez eux. Que le meilleur gagne, Inch'Allah. Il doit laisser une belle image pour prendre exemple sur Maître Abdoulaye Wade et les autres présidents qui sont passés là. Abdoulaye Wade a voulu changer la constitution, les populations se sont soulevées, après il a fait le marche arrière. Macky doit faire la même chose qu'Abdoulaye Wade. Quelle puisse être la teneur du discours du président de la République ce soir? Aujourd'hui, les Sénégalais sont convaincus d'une chose, il faut passer à autre chose, car selon eux, depuis 5 ans, on ne parle que de politique. Toujours dans l'actualité politique, les jeunes républicains de Kaffrine dans tous leurs états, suite à la sortie du collectif Aar Sunu Élection, ils estiment qu'il n'y a pas de problème d'élection au Sénégal. Ils souhaitent qu'on laisse le temps au chef de l'État pour qu'il puisse organiser librement le scrutin. Cherndao, leur porte-parole avec Ndeye Awabey. Que ce sont des politiciens encagoulés qui ont voulu profiter de cette situation-là pour jeter le discrédit sur le Sénégal et sur la plus haute institution de ce pays. Ce que nous nous serions acceptés, nous en tant que républicains, nous en tant que militants et responsables du ministre maire de Kaffrine, M. Abdoulaye Seydou Sow. Ces gens-là ont profité de cette situation pour montrer au reste du monde qu'il y a des difficultés au Sénégal. Au lieu de parler de difficultés, aujourd'hui à Kaffrine, on devrait être en train de parler de bilan du président Macky Sall. Parce que quand même, on va y revenir, les réalisations parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, on ne devrait pas être en train de parler de problèmes, mais on devrait être là à Kaffrine en train de parler de bilan et de réalisation. Et quand ces gens-là, que j'appelle des politiciens encagoulés, ont voulu créer un problème inexistant, ont voulu jeter le discrédit sur le président Macky Sall, il se dénomme Aar Sunu Élection. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'élection au Sénégal. Parce que le président a pris acte. C'est lui-même qui a décidé de ne plus se représenter. Si le président Macky Sall voulait un autre mandat, il avait la légitimité, il avait le droit, c'est le gardien de la Constitution, donc il prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'on ait des élections libres, transparentes et inclusives. Le chef de l'État prendra un décret pour appeler encore une fois le corps électoral pour qu'on aille aux élections. Mais il n'y a pas de date qui nous oblige à le faire. Quand on parle de Aar Sunu Élection à Kaffrine, ce groupe-là insignifiant qui a pris la parole récemment, on ne va plus accepter que quelqu'un se mette ici à raconter du n'importe quoi sur le président Macky Sall, encore moins sur le ministre maire de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow. Et puis la jeunesse républicaine de Touba qui s'insurge contre ce qu'elle appelle des manœuvres visant à sacrifier la candidature de Amadou Ba et à le pousser à la démission. Il dénonce ces jeunes des accusations de corruption jugées fallacieuses sur des juges du Conseil constitutionnel. Ils invitent le président Macky Sall à intégrer les leaders de Touba dans le secrétariat exécutif de son parti. Compte rendu de leur point de presse, Pape Balagueye. Amadou Ba ne sera pas l'agneau du sacrifice, tient à le rappeler la jeunesse républicaine de Touba. Talla Sylla monte au créneau et dénonce des manœuvres de certains membres de la coalition visant à discréditer la candidature de Amadou Ba pour la prochaine présidentielle. Nous n'avons qu'un seul candidat et c'est Amadou Ba, le président l'a clairement dit. Nous avons des informations selon lesquelles des responsables tapis dans l'ombre manigancent pour que le président change de candidat et recaler Amadou Ba, comme ils l'ont fait avec d'autres. Cela ne passera pas. Touba, avec son fort potentiel en matière électorale, l'enjeu est d'ouvrir les portes des instances de décision du parti aux responsables, une doléance de Bassirou Mboup, membre de la jeunesse républicaine. Président de la République, Président, nous vous avons fait confiance et réitérons nos engagements à vous soutenir. Ceci est une invite à corriger une certaine injustice. En tant que président du parti, Touba doit être représenté dans le secrétariat exécutif. C'est même une exigence. La situation actuelle du pays, jugée critique, le dialogue s'impose aujourd'hui de l'avis de Bintou Diop, présidente de la jeunesse féminine. Nous lançons un appel à tout le monde pour discuter des problèmes du parti et du pays. Le Sénégal est indivisible. Les activités politiques interdites dans la circonscription de Touba, Moustapha Lo n'a pas manqué de rappeler l'indigal du Khalif général des Mourides et invite par ailleurs la jeunesse de tous bords à plus de responsabilités dans les actes posés. Papa Balagueye, Mbaké, Radio Futur Média. Évoquons à présent la crise au sein de l'APR dans la structure des femmes. C'est bien le cas. La tension existe bel et bien selon Mariam Thiam Babou qui, avec beaucoup d'autres responsables femmes, a décidé de quitter le groupe WhatsApp. La présidente Ndeye Saly Diop Dieng, indexée par Mariam Thiam Babou et compagnie,
Ces dernières la mettent en garde et déclarent que le combat continue. Combat Sanyan Faye. La présidente en question a pris le soin de retirer du groupe WhatsApp des femmes qui marquaient leur... Guéguerre entre femmes de la paire. Est-ce vrai? Mariam Babou ne l'appellerait pas ainsi, mais le problème souligné dont le groupe WhatsApp s'avère. Elle fait partie des frustrés ayant quitté ce groupe WhatsApp des femmes de la paire. Mariam Babou revient sur les raisons de cette tension. On a pris nos responsabilités en ouvrant un autre groupe dans lequel il sera toujours question de témoigner notre soutien, de se constituer en force de proposition et d'action à l'endroit du chef de l'État, qui est toujours le président de la République et président de notre parti. Si les gens considèrent que c'est une guerre entre pro-Macky et pro-Amadou, je pense que loin de là. Nous nous considérons membres de la PR, militantes engagées aux côtés de notre leader, notre seul et unique constante, le président de la République. Déçue de l'acte de Ndeye Saly Diop Dieng, dit-elle, mais qu'est-ce que ces femmes reprocheraient-elles à la responsable des femmes de ce parti? Son acte a été déloyal envers le chef de l'État. Si nous sommes dans un groupe et que nous allons jusqu'à se voir retirer de ce groupe parce qu'on publie les photos ou les vidéos du président de la République, je pense que l'heure avait sonné pour qu'on prenne nos responsabilités, chose qui a été faite. Et nous continuerons à dire à Madame la Présidente qu'il n'est pas temps. Et nous sommes déçus, en tout cas, de cet acte qui marque encore un démarquement, mais surtout une déloyauté envers le président de la République. Mariam Babou et compagnie mettent en garde Ndeye Saly Diop Dieng. Maintenant, quelle suite donner à cela? Ces femmes du parti au pouvoir promettent de nous en dire plus dans les prochains jours. Quant à Ndeye Saly Diop Dieng, indexée dans cette affaire, elle n'a pas souhaité en parler. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. L'hommage de l'université Gaston Berger de Saint-Louis aux 2 étudiants décédés suite aux manifestations du 9 février dernier. Le conseil académique a décrété un deuil d'une semaine à compter de ce jeudi. Ousseynou Diop. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis doivent encore attendre une semaine pour démarrer de façon effective les cours dans le temple du savoir. Le conseil académique de l'université de Sanar a pris cette décision hier après une séance extraordinaire après la mort de l'étudiant Prosper Clédor Senghor suite aux affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants le 9 février dernier. Dans un communiqué rendu public, le conseil déplore et s'indigne de la violence qui a conduit à la mort du jeune étudiant originaire de Ziguinchor après celle de Alpha Yero Tunkara il y a de cela quelques jours. Le conseil académique universitaire a ainsi décidé d'observer un deuil d'une semaine à compter d'aujourd'hui, ce qui de facto entraîne une suspension des activités pédagogiques. Il a invité tous les membres de la communauté universitaire et estudiantine et les forces de défense et de sécurité à faire preuve de retenue. Et pourtant, hier, la coordination des étudiants avait invité tous leurs camarades qui avaient quitté le campus de l'UGB à revenir dans les meilleurs délais pour la reprise des cours. Mais avec cette nouvelle situation, les étudiants vont encore attendre le temps du deuil. En attendant, ils comptent tenir d'ici ce soir une assemblée générale et certainement d'autres mesures seront prises à l'issue de cette rencontre. Ousseynou Diop Saint-Louis, RFM. Port de brassard rouge des membres du syndicat unique des travailleurs de l'électricité. C'est pour dénoncer l'agression d'un des agents de la Sénélec lors d'un contrôle chez le notaire Siaka Doumbia. Un sit-in est prévu cet après-midi à 14h au siège de la Sénélec, 6 à la rue Vincent, pour dire non à l'intimidation et à l'agression envers ces agents, d'après le Sutelec. Le bilan de la brigade de surveillance de la plage de Malika en 2 ans d'existence, 100 cas de noyades ont été enregistrés. C'est l'annonce du président Bakary Gadiaga. Il sollicite encore des moyens humains et matériels. Le voici au micro d'Aminata Ba. Pendant les 2 ans, nous avons pu sauver au minimum 100 personnes. C'est un travail assez colossal. Mais aussi, c'est un travail qui est extrêmement risqué et qui demande vraiment beaucoup de moyens. Certes, la commune fait des efforts, mais on sait que ce travail demande des moyens techniques, des équipements adaptés qui coûtent extrêmement cher. Ainsi, nous lançons un appel à toutes les communes du département de Koumoussa, parce que aussi, la plage de Malika n'est pas seulement la plage de Malika uniquement comme commune. C'est une plage du département de Kermessar, parce que toutes les communes environnantes, les populations, ils viennent de partout, et même de Tivaouane pour venir à Malika. Donc toutes ces maires sont concernées. Cet appel que nous lançons pour mieux aider la brigade à faire son travail. Comment?
en leur dotant d'équipements adaptés. C'est une équipe qui est hybride, qui demande vraiment d'être encouragée. Aussi, nous avons lancé cette année un nouveau slogan sur le vocable de vivre avec la mer. Parce que la mer n'est pas une fatalité. La mer fait partie intégrante de nous-mêmes. Donc, il faut essayer de concilier les aspects environnementaux. Il faut une plage saine, insalubre. Il faut que les gens aient des comportements environnementaux, de gestion durable des plages. 100 personnes secourues et sauvées de la noyade pour être plus précis. Acquisition des pirogues en fibre de verre, l'État allège les critères. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été mis à la disposition de la Société des infrastructures de réparation navale, la CIRN, de l'argent pour financer les pêcheurs et mareyeurs qui souhaitent acheter ces pirogues en fibre de verre. La CIRN prévoit de fabriquer plus de 200 unités cette année. Aminata Koudiaby. Après une phase test qui a permis la construction de quelques pirogues en fibre de verre, la Société nationale des infrastructures de réparation navale veut passer à une étape de fabrication en masse de ces embarcations modernes. Un budget est mis en place par l'État pour faciliter l'acquisition aux acteurs. Salou Sambo, directeur général de la CIRN. L'État du Sénégal a augmenté le budget de la CIRN pour le permettre d'accompagner ces pêcheurs-là. La CIRN aussi, avec des partenaires financiers, est en train de mettre une caution qui permet à ces établissements financiers d'accompagner les pêcheurs et de pouvoir leur faire un crédit qui leur permettra d'acquérir ces pirogues. Il y aura peut-être 200 à 300 pirogues qui vont être quand même distribuées. Les pêcheurs et mareyeurs du quai des Diffères ont été sensibilisés à travers un atelier d'échange sur les nouvelles orientations du programme. Ces pirogues en fibre de verre ont d'abord la vocation de faire développer le secteur des pêches. Ça permettra aux pêcheurs d'avoir des ressources supplémentaires par une consommation moindre qui va augmenter leurs ressources, à une qualité supérieure qui permettra de pouvoir accéder à tous les marchés régionaux et internationaux. La sécurité des pêcheurs en mer est aussi une préoccupation pour les pouvoirs compétents. À Diffère, par exemple, les chavirements mortels sont fréquents. Le sous-préfet de l'arrondissement de Fimela se réjouit du remplacement des embarcations artisanales par des pirogues modernes. Ousmane Djidjou est le sous-préfet de Fimela. Ici à Diffère, on a enregistré beaucoup d'accidents. Et si la CIRN vient avec son programme de modernisation des pirogues en fibre de verre, avec tout le confort qu'il y a là-dedans et la sécurité qu'il y a là-dedans, vraiment, nous, on ne fait qu'apprécier. La construction des pirogues en fibre de verre est une des composantes du programme de modernisation de la pêche artisanale pour un meilleur accompagnement des acteurs du secteur. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. À Fatick, il est 12h17. Des acteurs judiciaires des régions de Kolda et Sédhiou à l'école de la gestion des finances publiques, des magistrats, greffiers et autres agents pénitentiaires ainsi que des personnels de l'AMO ont pris part à la session de formation qui a eu lieu à Kolda. Abdoulaye Diallo. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des juridictions et de l'état de droit au profit des justiciables et des contribuables, des acteurs judiciaires, à savoir des magistrats, des greffiers, des pénitenciers et des agents de l'AMO des régions de Kolda et de Sédhiou, ont bénéficié d'un renforcement de capacité en gestion de finances publiques. El Hadj Babakar Diop, directeur des services judiciaires, était de la partie. Les rapports annuels de performance permettent de déterminer de manière claire et précise à quoi les budgets qui ont été mis à la disposition des juridictions ont servi dans le cadre de leurs activités et quels sont les résultats qui ont été atteints, les résultats qui n'ont pas été atteints, dans la perspective de nous, de notre côté responsable de programme, pouvoir faire un dialogue de performance avec la direction générale du budget, avec le ministère des Finances, dans la perspective d'améliorer les conditions de travail des juridictions. Les bénéficiaires se réjouissent de leur participation à une pareille session. La formation a été très bénéfique pour nous et pour l'ensemble des participants. Ça nous a permis de nous familiariser avec les changements induits par le budget programme dans notre pratique quotidienne de services dépensiers. Donc c'est une meilleure efficacité de la dépense, pour une meilleure suivi de la dépense, pour une meilleure connaissance des besoins réels des services. Ça nous impose donc d'avoir des résultats de nos dépenses et ensuite de faire une réduction de comptes pour que l'autorité puisse ajuster en permanence les résultats en fonction des moyens. Elle a été bénéfique pour tous les séminaristes puisque ça nous a permis de faire du distinguo entre l'investissement et le budget de fonctionnement. Ce renforcement de capacité pourrait amener ces acteurs judiciaires de garantir la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Et puis la poussière a noté ces derniers jours sur une bonne partie du territoire national. Beaucoup de personnes, pour se prémunir, ont repris le port du masque. C'est le cas à Kaolack, là-bas. Les vendeurs ont vu leur chiffre d'affaires augmenter. Reportage Fatoumbo.
Le changement climatique actuel impose de nouvelles règles aux populations dans la capitale du Saloum. Certains portent le masque, d'autres à peine. C'est pour nous protéger du rhume et autres maladies que nous portons ces masques depuis lundi. Je mets un masque rien que pour parer à toute éventualité. Trouvé assis à l'arrêt de Jakarta, Abdou John, la quarantaine, dit respecter cette mesure pour préserver sa santé. Il y a beaucoup de poussière ces jours-ci et cela nous indispose vraiment. Nous ne pouvons même pas jouer au foot ni manger correctement. Pareil pour d'autres personnes, vous le constatez par vous-même. Quant à Seydina Aliou, un élève accompagné de ses camarades, il souligne que ce changement climatique impacte l'activité des populations. Ah oui, les clients viennent. Machallah, je vends les masques à 100 francs CFA l'unité. Et à l'instant où je vous parle, je viens d'amener mon 5e paquet depuis ce matin. Conséquence, la vente de masques marche à merveille selon Abdallah, vendeur devant l'hôpital régional. Depuis quelques jours, un vent fort accompagné de poussière couvre le ciel, un temps qui impose le port du masque pour se protéger contre les maladies, selon nos interlocuteurs. Fatou Kaulak, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Le journal international présenté par Georges Détié-Diop. Bonjour Georges. Bonjour Souleymane. Un des pères fondateurs de la CEDEAO appelle à sauver l'organisation sous-régionale. Il s'agit de l'ex-président nigérian Yakubu Gowon. Il a appelé hier à la levée des sanctions contre les pays ouest-africains dirigés par des régimes militaires issus de coups d'État. Oumoukal Soumli. Une mise en garde ferme du général Yakubu Gowon, la CEDEAO est menacée de désunion. L'ancien chef d'État nigérian, 1966-1975, s'exprimait lors d'une réunion de l'organisation dans la capitale nigériane. Il a exhorté les dirigeants ouest-africains à envisager la levée de toutes les sanctions imposées au Burkina Faso, à la Guinée, au Mali et au Niger. Il a également appelé le Burkina Faso, le Mali et le Niger à reconsidérer leur décision de quitter l'organisation. S'il vous plaît, rejoignez, revenez, a-t-il ajouté. Les 3 pays sont des membres fondateurs de la CEDEAO créée en 1975, mais celle-ci les a suspendus à la suite de coups d'État militaires qui ont renversé des gouvernements civils élus. La CEDEAO a imposé de lourdes sanctions économiques et financières au Mali et au Niger qui sont toujours en vigueur à l'encontre du régime militaire nigérien. Le président de la commission de la CEDEAO a estimé que le général Gowon avait délivré un message puissant. Omar Ali Touré, qui a confirmé la tenue samedi d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO, a indiqué au général Gowon que les dirigeants garderont à l'esprit son message au cours de leur délibération. Le général Yakubu Gowon a dirigé le Nigeria de 1966 à 1975 alors que la guerre civile faisait rage dans le sud-est du pays après la proclamation de l'indépendance de la République de Biafra par les séparatistes Igbo en 1967. La guerre, la famine et les maladies ont fait plus d'1 million de morts au cours de cette période. Selon les médias locaux, le général Yakubu Gowon, aujourd'hui âgé de 89 ans, a rendu visite hier à l'actuel président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, avant de prononcer son discours. En Libye, les groupes armés signent un accord pour quitter Tripoli. Selon le ministre libyen de l'Intérieur, l'accord a été conclu après de longues négociations pour que les forces régulières assurent le maintien de l'ordre dans la capitale. Salimata Aou. Le ministre, qui fait partie du gouvernement reconnu par la communauté internationale, a précisé que les groupes armés seraient remplacés par des policiers d'urgence, des agents municipaux et des enquêteurs criminels. Imad Trabelsi ajoute qu'après Tripoli, d'autres villes suivront afin qu'il n'y ait plus de points de contrôle ni de groupes armés sur les routes. Les ministres en question, la force de sécurité générale, la force spéciale de dissuasion, la brigade 444, la brigade 111 et l'autorité de soutien à la stabilité reçoivent des fonds publics et ne sont pas placés sous le commandement direct du gouvernement libyen. Leur indépendance opérationnelle a été garantie par un statut accordé en 2021 par le gouvernement. Selon le ministre libyen de l'Intérieur, la place des milices est désormais dans leurs quartiers généraux et le gouvernement ne ferait appel à elles que dans des circonstances exceptionnelles. Cet accord intervient après
après une série d'affrontements meurtriers à Tripoli ces derniers mois. Les milices contrôlent la ville de Tripoli depuis 10 ans. Le Premier ministre espagnol en visite au Maroc, Pedro Sanchez, a été reçu hier en audience par le roi Mohamed VI au palais royal de Rabat. Lors de la rencontre, les deux hommes ont souligné les opportunités de coopération entre les deux pays. Ils ont notamment parlé des préparatifs en cours pour accueillir conjointement avec le Portugal la Coupe du Monde de la FIFA en 2030. Haïti, la veuve du président Jovenel Moïse, inculpée pour assassinat. Selon un rapport, l'ancien Premier ministre Claude Joseph et l'ancien chef de la police Léon Charles, ainsi que d'autres personnes ont été également inculpés. Le chef de la police, lors de l'assassinat de Jovenel Moïse, est confronté à des accusations graves dont le meurtre, la tentative de meurtre et la possession illégale d'armes à feu. Claude Joseph et Martine Moïse sont accusés de complicité et d'association criminelle. La veuve de Jovenel Moïse ayant été blessée lors de l'attaque contre le président en juillet 2021. La guerre au Proche-Orient. Pour terminer, Israël a lancé cette nuit de nouvelles frappes aériennes contre Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. La communauté internationale s'inquiète notamment du sort de près de 1,5 million de Palestiniens massés dans la ville. Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce matin un nouveau bilan de 29 410 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Georges Détié-Diop à l'instant, le journal international. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. À point de vue, nous poserons le débat sur ce qu'il faudrait attendre de l'interview que le président Macky Sall va accorder à une partie de la presse sénégalaise ce soir. Et nous serons avec Moussa Sow, coordonnateur de la COJER, la Convergence des Jeunesses Républicaines, et Mam Ousmane Kane, membre du mouvement des cadres de Taxawu Sénégal, président de la cellule économie numérique de Taxawu Sénégal. RFM Sport. Mais d'abord, le journal des sports avec vous, cher Tidiane Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour à tous. Mondial de foot de plage début ce matin des quarts de finale, mais le Sénégal est aux abonnés absents. Oui, justement parce qu'éliminé de la compétition lors de l'étape des poules, à noter que les affiches de ces quarts de finale de cette Coupe du Monde qui se déroule présentement aux Émirats Arabes Unis s'établissent comme suit. À l'instant donc, le Brésil est en train d'en découdre avec le Japon, qui je le rappelle a sorti le Sénégal, et ce sont les Brésiliens qui sont devant en pole position, en tout cas pour remporter cette victoire et cette qualification demi-finale. 7-3 pour l'instant pour l'équipe brésilienne. On est dans la dernière partie du match. Ensuite, ce sera tout à l'heure à 13h au tour de la Biélorussie, qui a également partagé son groupe avec le Sénégal, de jeu contre le Portugal. Les deux autres quarts de finale opposeront l'Iran plutôt aux Émirats Arabes Unis à partir de 15h30. Et puis la dernière rencontre de ces quarts de finale se joue entre l'Italie et Tahiti à partir de 17h GMT, heure de Dakar. Le compte rendu, c'est avec Sodekam. Les rencontres Iran, Émirats Arabes Unis et Italie-Tahiti vont se disputer à guichet fermé, d'où l'importance de ces deux rencontres qui vont clôturer les quarts de finale. D'abord, Iran, Émirats Arabes Unis. Il faut retenir que l'Iran fait son retour dans le top 8 mondial pour la première fois depuis 2017. Après avoir battu Tahiti, Argentine et Espagne, l'équipe iranienne a été impressionnante lors des phases de poule, menée d'une main de maître par leur chef d'orchestre, Mohamed Ali Mokhtari, avec 6 buts au compteur. D'ailleurs, c'est le deuxième meilleur buteur de ce tournoi. Les Iraniens visent désormais le titre et ne comptent pas faire de sentiments face aux pays hôtes de la compétition. Pour cet après-midi, ils vont tout faire pour tenter de décrocher une place en demi-finale face aux Émirats Arabes Unis. Mais attention, le pays hôte, boosté par son public et qui a gagné ses 3 matchs de poule, ne voudra pas s'arrêter en si bon chemin. Iran, Émirats Arabes Unis, c'est à 15h30 GMT. L'autre affiche, Italie-Tahiti, va boucler les quarts de finale. Les deux équipes se sont rencontrées à 2 reprises, soldées par une victoire pour chacune. 12-4 au mondial 2019 pour l'Italie et 3 tirs au but à 1 au mondial de 2015 pour Tahiti. L'Italie aussi fait son retour en quart de finale après 2019. Par contre, Tahiti, qui avait joué les quarts de finale lors de la précédente édition, a su trouver les moyens pour arriver encore
au deuxième tour. En face, l'Italie a marqué les esprits pour s'extraire en tête du groupe A, mais devra se méfier d'un adversaire qu'elle avait battu en phase de poule du Mondial 2019, mais qu'il avait privé de finale lors de la Coupe du Monde de Portugal 2015. Soda Thiam, Dubaï, Radio Futur Média. Le foot en Europe avec les 16e de finale de l'Europa League des Sénégalais concernés. Plusieurs clubs français également concernés, dont l'Olympique de Marseille, de Iliman Ndiaye et d'Ismaël Assar, avec à la tête de l'équipe Jean-Louis Gasset, leur nouvel entraîneur. Les Phocéens, auteurs d'un nul de 2 buts partout à l'aller, accueillent à 20h ce soir les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Moins loti, puisque largement battu à l'aller en Italie. Le stade rennais reçoit AC Milan à partir de 17h45. L'FC Toulouse, un autre club français, moins exposé à un handicap d'un but à remonter à la maison lors de la réception des Portugais du Benfica de Lisbonne. Le Racing Club de Lens de Nampalys Mendy se déplace en Allemagne pour croiser Fribourg. Cet après-midi, à l'aller à Gerland, les deux clubs s'étaient neutralisés 0 but partout. Dani Alves jugé coupable après un procès rapide au début du mois de février. La justice espagnole a rendu son verdict ce jeudi concernant le Brésilien, l'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, accusé de viol par une jeune femme pour des faits présumés remontant à la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Le verdict tombait donc ce matin. Dani Alves est condamné à 4 ans et demi de prison pour agression sexuelle sur la plaignante, avec 5 ans de liberté surveillée, 9 ans d'interdiction d'approcher la victime et une indemnisation de 150 000 € à verser à la plaignante. L'accusation avait initialement requis une peine de 9 ans pour le footballeur brésilien, qui est actuellement en détention depuis le début de l'année 2023. Malgré ses dénégations quant à avoir forcé la plaignante, Alves a reconnu avoir eu une relation intime avec elle qu'il affirme avoir été consentie. Une femme malheureuse, hein? N'est-ce pas? Ouais. Merci, cher Tidiane Diagne. RFM, reportage. La présidentielle 2024 et son lot de désaccords. Macky Sall doit-il rester en fonction même après l'expiration officielle de son mandat? Au-delà des considérations politiques des juristes, les juristes non plus ne s'entendent pas sur l'article 36 de la Constitution. C'est le dossier ficelé par Anna Rocha. Le président Macky Sall a promis d'organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. Dans ce flou, opposants, candidats à l'élection et simples citoyens ont en ligne de mire la fin de mandat le 2 avril. Pour le juriste consultant El Almacham, les textes sont très clairs. C'est la Constitution qui dit en conformité avec la loi. Mais dans la pratique, les choses peuvent avoir une autre tournure. N'oubliez pas que le Conseil constitutionnel a demandé au président de la République d'aller se concerter dans les meilleurs délais. Mais si techniquement ou matériellement ou sur le plan juridique, il y a des vides ou techniquement ou matériellement, l'élection ne peut pas se faire dans les délais convenus par le Conseil constitutionnel à son arrêt, il faut qu'il y ait un léger glissement pour pouvoir préparer les élections. On peut avoir des interprétations d'ordre politique ou juridique, mais c'est là qui est élémentaire de la présidence n'est plus légitime. D'accord, je peux les comprendre, légitime, mais certes. Mais qui va attendre l'autre président qui va entrer en fonction pour l'installer? C'est le président qui sortant. Le président sortant, c'est le président Maxal. Et d'autant plus qu'il a dit qu'il n'est pas candidat et il ne va pas se présenter. Donc, dans la rigueur des principes, pour installer le nouveau président, il faut que le président qui sort, le président sortant, doit l'attendre pour l'installer dans ses fonctions. L'enseignant-chercheur en droit public Ndiougou Sarr est lui aussi affirmatif. Passé le 2 avril, si l'actuel président de la République reste au pouvoir, il y a violation de la Constitution. Légitimement, ce n'est plus un président qui continuellement devait rester, mais dès lors qu'on avait demandé d'attendre la prestation de serment et l'entrée en fonction, on peut comprendre cette petite parenthèse. Mais ici, on ne peut pas dire que si on dit que oui, il peut rester encore jusqu'à ce que le nouveau président arrive, il peut le faire dans 5 mois, il peut le faire dans 6 mois, dans 7 mois, voire dans 1 an. Ça veut dire qu'on a violé la durée du mandat et on l'a prolongé. Ça, il faut être clair. On n'a pas besoin d'interpréter. J'ai entendu des gens le dire pour légitimer le fait que si on n'organise pas les élections, le président pourrait encore rester jusqu'à ce qu'on organise les élections et que le nouveau président arrive. Ça, c'est à la but de violer encore la Constitution et accepter ce qu'on a rejeté déjà et que la Constitution ne nous autorise pas. La Constitution est très claire et les dispositions sont très claires. Et quand c'est clair, on n'a pas besoin d'interpréter. Sur 19 candidats retenus pour cette présidentielle par le Conseil constitutionnel, 15 réclament l'organisation du scrutin au plus tard le 2 avril. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offrent votre revue de presse. Avec Georges Détié Diop.
Flou toujours autour de la date de l'élection présidentielle, et cela malgré les importantes mesures prises, mesures dont le Soleil fait état ce matin. En Conseil des ministres hier, le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur de prendre toutes les dispositions en relation avec le ministre des Finances et du Budget, la Sénat et les autorités administratives pour une bonne organisation de l'élection présidentielle à une date qui sera fixée très prochainement. Oui, très prochainement, comme le met en exergue le quotidien pour qui Macky est dans le brouillard. Seulement, le journal souligne qu'il compte la précéder d'un dialogue inclusif. Macky Sall qui a demandé aussi au garde des Sceaux de finaliser les projets de texte pour matérialiser la volonté de réconciliation et de pardon dans le respect de l'état de droit et la consolidation de la paix sociale durable. Les Échos résument, Macky fixe la date prochainement et enclenche le processus d'amnistie. Le Témoin relève qu'au moment où d'importants secteurs de la société civile et de la scène politique l'invitaient à organiser la présidentielle le 3 ou le 10 mars, le président de la République a renvoyé sa décision sur le sujet après le dialogue. Autrement dit, une manière de renvoyer le scrutin. Et pour ce scrutin, Tribune croit savoir qu'on s'achemine vers une reprise du processus électoral. En tous les cas, l'observateur affirme que le président est seul au cœur du jeu. Certains le critiquent, d'autres l'adulent. La constance, selon l'Obs, est que tout le monde est à son écoute pour la tenue de l'élection présidentielle. Le chef de l'État, Macky Sall, est au cœur du jeu et de la manœuvre politique. Il parle ce soir. Macky Sall fera face à 4 organes de presse. Pour Vox Populi, cette sortie médiatique cruciale du chef de l'État va déterminer le climat socio-politique. La posture du chef de l'État, vue par Sucré Salé du journal Le Quotidien, mon confrère affirme que s'il jouait au basketball, Macky serait comparé au fameux Magic Johnson, l'homme des passes aveugles. C'est devenu une spécialité du chef de l'État ces derniers jours, décaler ses paroles de ses gestes. Il annonce prendre acte de la décision des 7 sages et le monde s'attend à le voir fixer la date de la présidentielle, mais lui se focalise sur ses concertations et annonce un dialogue. Et l'élection dans tout ça pourra-t-elle encore se tenir avant la fin de son mandat? Gageons qu'il va tenir le suspense jusqu'au 2 avril. En attendant, Vox Populi informe que la coalition Diomaye président exclut tout dialogue et exige le respect du calendrier républicain. Pendant ce temps, le directoire d'Amadouba se remobilise. L'AS rapporte que le directoire s'est réuni hier pour analyser la situation politique. Et au cours de cette rencontre, le candidat de Benno Bokk Yakaar a appelé ses partisans à poursuivre le travail entamé et dire que le mouvement national des femmes de l'Alliance pour la République s'achemine vers une scission, si l'on en croit bien sûr l'info. Le mouvement national des femmes de l'APR risque d'être la première victime de la guerre devenue ouverte entre les pro-Amadouba et ses détracteurs qui se réclament uniquement du président Macky Sall. N'émettant plus sur la même longueur d'onde que leur présidente Ndeye Saly Diop Dieng et ses soutiens, Thérèse Faye et compagnie ont décidé de mettre en place une structure parallèle, le mouvement national des femmes de l'APR, Macky dans nos veines. À l'origine de cette histoire, l'info parle d'une publication sur le groupe WhatsApp qui est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les frondeuses reprochant à Ndeye Saly Diop Dieng de censurer les posts sur Macky tout en laissant passer ceux sur Amadouba. La division ouverte au sein du mouvement des femmes n'est que l'arbre qui cache la forêt. L'APR et tous ses démembrements sont affectés par l'antagonisme entre pro et contre la candidature de Amadouba. Les sports, pour terminer, à la première page du quotidien Stade, le sélectionneur de l'équipe nationale de football. À venir à la tête de la sélection, Aliou Cissé, parti pour rester. Selon le journal, la Fédération sénégalaise de football n'a pas encore tenu sa réunion d'évaluation de la participation du Sénégal à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais selon certaines indiscrétions, le sélectionneur Aliou Cissé va continuer l'aventure avec les Lions. À vos kiosques et bonne lecture. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h38, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Que peut-on attendre de l'interview que le président Macky Sall va accorder à 4 organes de presse ce soir? Quelles sont les anticipations des uns et des autres et les attentes également? Pour tenter de répondre à ces questions, nous sommes avec M. Moussa Sow, coordonnateur de la COJER, la Convergence des Jeunesses Républicaines. M. Sow, bonjour. Bonjour, Souleymane Nia.
Nous sommes également avec M. Mam Ousmane Kane, membre du mouvement des cadres de Tahaou Sénégal et président de la cellule économie numérique. M. Kane, bonjour. Bonjour Suleiman. Un mot d'abord sur le format. Je reste avec vous, Mam Ousmane Kane. Une interview avec 4 organes de presse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que cela prédit déjà le contenu de ce que le président va partager avec les Sénégalais ce soir, d'après vous? Oui, vous venez de nous rappeler que le format se fera sous forme d'interview avec 4 organes choisis, donc choisis par le président de la République. Et ces organes ne sont pas neutres. Mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Ce qui est le plus important est que tous nous savons que le Conseil constitutionnel a pris une décision. Et pratiquement, le président, nous attendons fondamentalement 2 choses de ce qu'il va dire. 1, qu'il remercie les Sénégalais. Qu'il remercie sérieusement et sincèrement les Sénégalais parce que les Sénégalais ont tout fait pour lui. Les Sénégalais l'ont accompagné pendant 12 ans. Aujourd'hui, il est à la fin de son mandat. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense très sincèrement aussi que Macky doit accepter la décision du Conseil constitutionnel. Et en même temps, nous attendons, sur la base de l'acceptation de ces décisions, qu'il fixe très rapidement la date des élections. Et que, lors de ces élections, que les 19 candidats qui sont validés puissent... Et parce qu'il y a eu une dernière décision du Conseil constitutionnel qui a revu la liste des candidats à la suite du retrait de Madame Rose Wardini. Moussa Sow, quant à vous, quelles sont vos attentes ce soir? Est-ce que vous pensez que le président de la République, comme le pense Mam Ousmane Kane ou comme l'espère Mam Ousmane Kane, va entre autres se prononcer sur la voie qu'il va suivre et notamment la date de la prochaine élection présidentielle? Merci beaucoup, Souleymane. Je voudrais aussi saluer Mam Ousmane Kane, saluer également tous les auditeurs et auditrices de votre radio. Connaissant donc le président Macky Sall, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il nous parle de 3 choses. Il réaffirmera son engagement total à s'inscrire dans les prescriptions du Conseil constitutionnel. Il va montrer qu'il a toujours cru en l'état de droit et la séparation des pouvoirs pour restituer à chacun des pouvoirs ses propres prérogatives. C'est extrêmement important. Deuxième élément, Souleymane Nia, il devra dire que toutes les initiatives qu'il a prises dans des périodes pareilles, et comme toujours d'ailleurs, n'ont été que dans la perspective de voir un Sénégal de paix, un Sénégal en paix et réconcilié avec lui-même pour que les élections ne souffrent d'aucune contestation possible. Troisième élément, Souleymane Nia, je pense que le président de la République va nous en tenir pour nous dire exactement les résultats des consultations qu'il a faites avec des hommes de la société civile, des acteurs politiques, des forces vives d'une manière générale, parce que le président de la République a toujours été un homme de dialogue, un homme de consensus et un homme de concertation. Le Sénégal peut nous témoigner, et tous les Sénégalais d'ailleurs. Et il souhaite certainement que les élections se tiennent à une telle date ou à une telle autre date. Pour nous dire ça aujourd'hui. Certains pensent que s'il allait dire tout ça, il le ferait sous forme d'adresse à la nation. Est-ce que pour vous, le choix de l'interview avec 4 organes choisis n'est pas un indice sur le fait que sur les questions de fond, malgré l'insistance attendue des journalistes, en tout cas de certains journalistes du panel, il va pas se prononcer là-dessus? Mais ce qui est sûr, c'est que le président sera à la disposition des journalistes et ils vont poser toutes ces questions. Ce qui est important, à coup sûr. À coup sûr. Il réaffirmera également Souleymane qu'il partirait après l'élection de son successeur. Mais ça, c'est connu. Ce serait une redite s'il ne s'arrêtait qu'à ces considérations-là. Oui, je veux dire que le président de la République, quand même, peut aujourd'hui, à travers cette interview,
nous dire qu'il partira après l'élection de son successeur, conformément à la loi. Ce qui doit nous engager, et ce qui doit engager tout le monde, Souleymane, c'est la loi, c'est la Constitution. 30 jours au moins, 45 jours au plus, après l'élection de son successeur, le président de la République sera toujours président de la République. Soit aujourd'hui, il nous proposera une date des élections. S'il ne nous propose pas une date, ça veut dire que les consultations ne sont pas encore terminées. Vous êtes peut-être dans le secret des dieux. En tout cas, parlons de ces consultations, Mame Ousmane Kane, à deux points de vue. Du point de vue de Taxawu Sénégal, est-ce que vous pouvez nous dire si votre organisation, votre entité a été consultée? Ça, c'est le point de vue, disons, individuel, particulier de Taxawu Sénégal, mais plus globalement, combien devraient durer ces consultations et quelle information cela nous donnerait-il sur la prochaine date de l'élection, d'après vous? Mame Ousmane Kane? Allô? Oui, Mame Ousmane Kane. Non, j'ai dit que je commence par la deuxième question. Oui. Aujourd'hui, nous savons tous que le mandat du président Macky Sall expire le 2 avril. Ça, c'est très clair. Et aujourd'hui, nous avons entendu mon ami du COSER et nous avons suivi hier tous ceux qui sont intervenus au niveau de plateau. Ils nous ont envahis et ils ont les mêmes éléments de langage. Ça, on a très bien compris, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de rappeler qu'aucun Sénégalais, aucun politicien, aucun intellectuel ne doit encourager le président Macky Sall à violer la Constitution ou à mettre le pays dans une situation d'impasse. Ce que nous voulons est que Macky Sall respecte la Constitution. Ce que nous voulons est que Macky Sall respecte la décision du Conseil constitutionnel. Ce que nous voulons est que Macky Sall puisse lui-même être dans la disposition pour que les élections puissent être organisées dans les délais impartis et que le 2 avril, il puisse transmettre à son successeur les éléments du pouvoir. Maintenant, en ce qui concerne Taxawu, bon, nous ne sommes pas dans une dynamique où les gens sont en train de violer la Constitution. À l'intérieur de Taxawu, on partage l'information, donc on suit ce qui se passe, on est très intéressé par ce qui se passe, mais on n'a pas encore été conviés à une concertation. Et de manière globale, nous ne sommes pas pour la concertation, nous sommes pour le respect de la Constitution. Ah oui, d'accord. Mais vous avez suivi le débat sur l'article 36. Il semble y avoir, à défaut, sauf s'il y a une hiérarchie entre les différents articles de la Constitution, ce qui, me semble-t-il, n'est pas le cas, il y en a pas. Il y a quand même une sorte d'incohérence interne dans la Constitution avec des articles qui fixent de façon intangible la durée du mandat et un article qui semble dire jusqu'à la proclamation définitive des résultats de l'élection et l'expiration du mandat du président actuel. C'est le président en exercice qui poursuit, qui gère le pays, disons. Quel est votre avis sur cette question? Oui, ça c'est vrai. En adoptant ces éléments de langage, nous savons que c'est le président Macky Sall lui-même qui cherche à mettre le peuple devant le fait accompli, ce qui ne sera pas accepté. Deuxièmement, il évoque tout ce qu'on appelle l'article 36, qui dit que le président doit rester en place jusqu'à l'installation de son successeur. Mais c'est dans quel cas? C'est dans le cas où une élection est organisée de manière normale et de manière régulière, et ça voudra dire qu'on a élu un président, le temps maintenant, le temps que les choses se mettent en place et le temps qu'il arrive au palais et qu'il y ait une séance qui soit tenue entre l'ancien président et le nouveau président, que cet ancien-là puisse sortir et laisser totalement la place au nouveau président. Aujourd'hui, on n'a pas organisé des élections et on veut nous faire gober que c'est l'article 36 qui va appeler valoir. Mais on sait parfaitement qu'on ne peut pas interpréter une disposition en se limitant à cette seule disposition. Parce que vous avez dit que c'est un ensemble. Et cet ensemble-là est très clair et très cohérent, mais il faudrait que l'on fasse référence aussi aux autres éléments. Parce que dans cette même constitution, nous avons les dispositions des articles, je pense, c'est le 27 qui revient sur le mandat. Il y a le dernier qui est le 103, et tous ces éléments-là
parle de la durée de mandat et la durée du mandat est de 5 ans sans aucune possibilité de dérogation. Lui-même, Macky nous l'avait dit, il nous l'a rappelé. Et à chaque fois, il nous a dit que Maître Abdoulaye Wade ne peut, sous quelque alibi que ce soit, prolonger son mandat. Et en ce moment, c'est Maître Abdoulaye Wade qui était président et lui, il était opposant. Et je pense que nous sommes exactement dans la même situation. Macky Sall ne peut pas prolonger son mandat. Macky Sall ne peut prendre aucune décision. Celui qui est le régulateur, celui qui est dans les prérogatives aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel. N'est-ce pas? Merci à vous, Mme Ousmane Kane, membre du mouvement des cadres de Tahaou Sénégal et président de la cellule économie et numérique. Dernière question pour vous, Moussa Sow, sur la même question. Article 36, article 27, article 103. Comment se sortir de cet imbroglio juridique? Bon, ce qui est clair, c'est que le président de la République, il a toujours respecté la Constitution et tout le monde peut nous en témoigner. La preuve est que le président de la République, lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé, tout de suite le président de la République s'est conformé à la décision du Conseil constitutionnel. L'autre chose également, c'est par rapport à ce que dit Mme Ousmane. Moi, je pense que la politique politicienne, quand même, s'est dépassée par les Sénégalais. Ils savent maintenant différencier les choses. Je vous rappelle, le président de la République a toujours gouverné avec les Sénégalais et il les a toujours respectés, il les a toujours remerciés d'ailleurs. Aujourd'hui, certainement, les Sénégalais vont se retrouver dans le discours du président comme toujours. Maintenant, l'autre chose est que notre Constitution prévoit des dispositions où on dit clairement que le président de la République reste président de la République jusqu'à l'élection de son successeur. Et il passe le témoin à son successeur. C'est ça ce qui est logique, c'est ce qui est également dans notre Constitution. L'autre chose également, le président de la République, il l'a très bien dit, il n'en a pas besoin d'un autre mandat auquel il avait droit. Je pense que actuellement, si toujours l'opposition doute de ça, quand même, c'est parce que l'opposition n'est pas de bonne foi. En tout cas, merci. Merci à vous aussi, Moussa Sow, coordonnateur de la COJER, la Convergence des Jeunesses Républicaines. Nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de ce débat. C'est la fin de cette édition à 12h51. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. À la rédaction en chef, El Haj Ndiogoudjen, chef d'édition Awambay, assisté par Mam Astoukan. À la mise en onde, Alioune Ba, Maïsambay au digital et à la production, Abdou Thiam. À 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite.